Donc, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Alain Lesquat, je suis médecin dans le service de médecine interne du CHU de Rennes, dont la chef de service est le docteur Antoinette Perlat, qui a pris la suite du professeur Gégaud. Donc, le conseil scientifique m'a proposé de faire un point avec vous aujourd'hui sur les futures recommandations européennes de la sclérodermie systémique. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt particulier vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique notamment. Et je voulais commencer par vous présenter mes excuses de ne pouvoir être présent parmi vous aujourd'hui. Je l'avais été l'année dernière et l'année d'avant, mais cette semaine et la semaine donc, du congrès, je suis aux États-Unis pour un travail de recherche justement sur la sclérodermie qui s'appelle le projet Crystal et qui repose notamment sur la collaboration avec les patients, en l'occurrence les patients américains. Donc j'espère que j'aurai l'occasion de vous présenter un jour ces résultats à l'ASF également, mais donc c'est ce qui m'empêche d'être aujourd'hui parmi vous en présentiel. Alors, l'objectif donc est de parler des recommandations européennes du traitement de la sclérodermie qui sont en train d'être mises à jour, et c'est un processus qui est toujours en cours. Donc, du coup, l'objectif, c'est pas de vous présenter aujourd'hui ces recommandations, mais bien la manière dont elles ont été mises au point, sachant qu'elles seront présentées probablement au mois de juin au Congrès européen de l'ELAR et publié ensuite dans les mois qui suivront. Mais ça vous permettra, du coup, quand vous aurez entendu parler de ces recommandations, de mieux comprendre eh bien, sur quel support méthodologique elles reposent et sur ce qui a permis de les mettre au point. Alors, pourquoi des recommandations européennes du traitement de la sclérodermie systémique? L'objectif, c'est de réaliser un point sur l'état des connaissances dans le monde, globalement, sur la sclérodermie et les traitements et options thérapeutiques possibles pour la prise en charge de la sclérodermie. L'objectif final, c'est d'offrir un guide à destination des professionnels de santé, donc c'est pas directement pour les patients, mais bien pour les professionnels de santé, mais pour aider les professionnels de santé à la prise en charge des patients atteints de sclérodermie. Donc ça va avoir un impact quand même direct sur la prise en charge. Alors c'est des recommandations qui se basent sur un consensus d'experts, en l'occurrence des experts européens, alors européens au sens large, puisqu'il y a aussi des experts issus du Maghreb, des experts issus du Royaume-Uni, qui techniquement n'est plus strictement dans l'Europe, donc c'est l'Europe, mais au sens large. Et ce consensus d'experts se base, lui, sur les articles scientifiques qui ont été publiés dans la littérature scientifique mondiale. Donc ça repose sur une méthodologie qui est extrêmement stricte, pour ne pas dire rigide. Et c'est un peu ça que je vais essayer de vous présenter pour que vous compreniez comment eh bien, on arrive à l'édiction de recommandations pour la prise en charge de la sclérodermie systémique. Alors, ces recommandations, ce sont des guides. C'est un peu les 10 commandements entre guillemets du traitement de la sclérodermie, mais c'est pas des commandements justement en tant que tels. C'est vraiment des suggestions euh, proposées par des experts qui se basent sur une méthodologie qui est très rigoureuse. Mais en soi, c'est pas des recommandations opposables. C'est-à-dire, c'est pas parce que votre médecin ne les suit pas stricto sensu qu'il fait quelque chose qui n'est pas correct. C'est vraiment un guide et pas une loi, entre guillemets, immuable et qu'il faudrait suivre à tout prix. Alors, est-ce qu'il y a d'autres recommandations? Bah oui, justement. Par exemple, c'est le cas du protocole national de diagnostic et de soins, le PNDS, qui a été mis en place en France sous l'égide de la filière des maladies auto-immunes et auto-inflammatoires rares, la FI2R. Et notamment, l'année dernière, je vous avais présenté l'algorithme de prise en charge de l'atteinte pulmonaire de la sclérodermie. Donc, les recommandations européennes sont vraiment un guide, puisqu'elles viennent à côté de ce qui existe déjà à l'échelle française. Et c'est pas parce que c'est à l'échelle européenne que c'est mieux que ce qui est proposé à l'échelle française. C'est juste une méthodologie qui est différente et qui donc est complémentaire de ce qui existe déjà dans le protocole national de diagnostic et de soins. Mais vous voyez que pareil, le terme de protocole national, donc ce qui existe en France, ce ne sont pas des recommandations. C'est pas les recommandations françaises de prise en charge de la sclérodermie. C'est vraiment des protocoles nationaux de soins qui est là, lui aussi, en fait, comme un guide. Donc, c'est deux guides qui sont complémentaires. Alors, est-ce qu'il existe déjà des recommandations européennes? Ben oui, en l'occurrence, il y avait déjà eu des recommandations en 2009, tout d'abord, puis ensuite qui ont été mises à jour en 2017.
Et donc là, cette mise à jour de 2023, c'est finalement une deuxième mise à jour, une troisième série de recommandations qui suivent un petit peu le même principe. Alors, comment se présentent les recommandations une fois qu'elles sont publiées? Donc là, je vous les ai mises, je vous ai mis un exemple, en fait, c'est que pour chaque atteinte de la maladie, ici vous avez le phénomène de Raynaud, les ulcères digitaux, l'hypertension artérielle pulmonaire, l'atteinte de la peau, l'atteinte pulmonaire, l'atteinte rénale, l'atteinte gastro-intestinale, eh bien, il va y avoir une ou deux phrases pour chaque classe thérapeutique, c'est-à-dire chaque type de médicament, qui vont suggérer leur utilisation ou non pour les atteintes concernées. Par exemple, pour le traitement du phénomène de Raynaud, dans les recommandations de 2017, eh bien, il y avait cette phrase qui, donc je l'ai traduite, donc elle est pas exactement comme ça en anglais, mais elle s'en rapproche, qui disent qu'une méta-analyse, c'est-à-dire un groupage des essais randomisés, c'est-à-dire des articles qui comparent les médicaments en question contre le placebo, et en l'occurrence, les médicaments en question, ce sont les inhibiteurs calciques, eh bien, cette méta-analyse, cette compilation des articles suggère que ces traitements inhibiteurs calciques diminuent la fréquence et la sévérité des crises de Raynaud. Et donc, les inhibiteurs calciques de type antagoniste de la dihydropyridine, peu importe leur nom, sont à envisager dans le traitement de première ligne du Raynaud associé à la sclérodermie systémique. Donc, c'est ce type de phrase, ce type de commandement, si je puis dire, qui vont être proposés au cours des recommandations. Mais vous voyez que c'est des recommandations dont chaque mot va compter. Là, c'est dit sont à envisager. Ça ne veut pas dire qu'il faut à tout prix avoir ce type de traitement. Il y a une certaine prudence. Ensuite, il y a un autre élément, c'est que ces recommandations sont basées sur un certain niveau de preuve, un certain grade de recommandation. Alors ça, que je vous note ici. Donc, qu'est-ce que c'est que ce grade? En fait, ce grade, c'est en fait quelque part une note qui est attribuée à la recommandation en fonction du niveau de preuve sur lequel elle repose. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, le niveau de preuve? En fait, c'est la qualité des articles scientifiques qui viennent appuyer la recommandation. Et en gros, il y a 4 grades possibles. Le grade A, c'est le meilleur grade possible, c'est-à-dire que la phrase, la recommandation, elle se base sur le résultat de plusieurs articles scientifiques publiés de qualité optimale, c'est-à-dire ce qu'on peut avoir de mieux. Donc, en l'occurrence, ce qu'on peut avoir de mieux pour évaluer un traitement, ce sont les essais thérapeutiques avec comparaison au placebo et ou au traitement en cours, en vigueur actuellement. Et donc, on va considérer que la recommandation est de grade A lorsqu'en plus, ces articles, ces études de qualité optimale vont toutes dans le même sens. Donc, ce qui laisse à penser qu'effectivement, l'effet du traitement, soit pas d'effet, soit un effet notable, eh bien, s'il est toujours le même, quelles que soient les études, a fortiori des études de qualité optimale, eh bien, on a un fort niveau de preuve, on est vraiment confiant dans le fait de proposer ou pas l'utilisation de ce traitement. Un grade B, c'est quand on a seulement une étude, par exemple, de qualité optimale et quelques autres études qui vont dans le sens de l'utilisation, par exemple, du traitement, ou bien plusieurs études de qualité intermédiaire, c'est-à-dire un peu moins bonnes, mais qui vont aussi toutes dans le même sens. Une étude de qualité intermédiaire, c'est s'il y a peu de patients inclus ou s'il y a des biais dans l'étude. On voit qu'il y a une manière dont l'étude a été construite qui est un peu discutable. Eh bien, dans ce cas-là, on ne pourra pas dire que les recommandations sont de grade A parce que les études sur lesquelles elles reposent sont un petit peu moins solides que des études vraiment faites de manière rigoureuse. Ensuite, il peut y avoir un grade C lorsque, en fait, on est en train d'extrapoler des résultats d'études de qualité intermédiaire, c'est-à-dire par exemple lorsque, eh bien, on va utiliser le résultat d'une étude, même si à la base l'étude n'était pas vraiment faite pour répondre à cette question précisément, mais en la décortiquant un peu, on arrive quand même à avoir des réponses à d'autres questions que celles pour lesquelles elle avait été pensée. Et si on en a plusieurs comme ça, bah, ça peut nous aider à aller vers la recommandation d'utilisation de ce traitement. Mais dans ces cas-là, on est à un grade plus faible, c'est-à-dire qu'on dit quelque part que cette recommandation, eh bien, il faut la prendre un petit peu avec prudence parce qu'elle est seulement sur un grade C. Et ensuite, il y a le grade D. Eh bien, c'est lorsqu'on a finalement soit des études très contradictoires les unes avec les autres, ou bien tout simplement quand on n'a pas d'études qui permettent de proposer ou pas le traitement. Et néanmoins, dans certains cas, eh bien, les experts peuvent juger que du fait de leur expérience pour tel ou tel traitement, eh bien, ils jugent
on peut quand même recommander l'utilisation de ce traitement. Mais néanmoins, il y aura un grade D, c'est-à-dire qu'on sait que la recommandation d'utiliser ce traitement, elle ne repose pas forcément sur des études, mais plutôt uniquement sur l'avis des experts qui, ensemble, ont jugé pertinent d'utiliser ce traitement ou de proposer en tout cas ce traitement. Alors, on pourrait se dire, oula, alors ça, dans ces cas-là, c'est pas très rigoureux. Alors, c'est vrai, mais dans certains cas, quand on n'a aucune étude, notamment dans une maladie rare comme la sclérodermie, c'est quand même utile d'avoir le point de vue des experts. Et le grade nous permet de se rendre compte que des fois, ça ne repose que sur l'avis des experts, donc qui est un faible niveau scientifique, mais ça permet quand même de savoir quel traitement on peut proposer éventuellement dans telle situation ou pour telle manifestation de la maladie s'il n'y a pas d'études à notre disposition. Donc c'est quand même important ces opinions d'experts de grade D. C'est pas parce que c'est du grade D que ça repose sur rien. Alors des fois il n'y a pas d'études aussi, tout simplement parce qu'on considère que en fait c'est paraît tellement évident que le traitement rend service qu'on n'a pas besoin de faire une étude. Alors c'est toujours un peu discutable ça, mais en l'occurrence ça ne veut pas dire s'il n'y a pas d'étude, c'est pas parce que le traitement on pense qu'il marche pas, c'est parfois parce que justement on pense qu'il marche tellement bien que c'est pas la peine d'aller faire une étude pour montrer qu'il marche. Donc voilà, l'opinion des experts est pas toujours à critiquer et c'est pas parce qu'il n'y a pas un haut niveau de preuve scientifique que la recommandation n'est pas pertinente pour autant. Alors ensuite, je vais vous présenter là assez brièvement les 12 étapes qui permettent d'adopter finalement ces recommandations européennes. Donc comme je vous ai dit, je ne vais pas vous présenter le contenu des recommandations puisqu'elles ne sont pas encore publiées, donc je n'ai tout simplement pas le droit. Et puis surtout, je n'ai pas en fait le résultat final puisqu'il est encore en discussion. La première étape, ça a été de définir donc les questions de recherche sur lesquelles les recommandations vont porter. Alors déjà, il y avait une première approche assez simple, c'est qu'on a repris les questions qui étaient présentes dans les recommandations de 2017. Alors quand j'entends question, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire finalement, on se pose la question de l'efficacité de tel ou tel traitement, premier abord de la question, sur telle ou telle manifestation de la maladie, deuxième abord de la question. Donc on a repris celle d'abord des recommandations précédentes. Ensuite, il y a eu un questionnaire en ligne dans lequel ont été interrogés des experts du monde entier, qui notamment étaient les experts inclus dans la cohorte européenne, où on leur a demandé s'ils avaient des nouvelles idées de questions par rapport aux questions qui avaient déjà été posées en 2017, puisque en fait, depuis 2017, il y a eu de nouvelles publications dont les experts avaient envie éventuellement, ou pour lesquelles les experts avaient envie d'édicter des recommandations. Donc première étape, voilà, poser les questions, poser les bonnes questions pour faire les bonnes recommandations. Ensuite, la deuxième étape, ça a été de définir les questions qui étaient jugées prioritaires. Parce que le problème, c'est quand vous demandez à des experts du monde entier de la sclérodermie, plus de 200 experts, évidemment, chaque expert a un peu envie de poser sa question. Donc, on termine avec 200 questions et faire des recommandations qui sont basées sur 200 questions, c'est pas possible parce que ça prendrait trop de temps et puis finalement, ça nous aiderait pas trop. Donc l'idée a été de voir quelles étaient les questions jugées prioritaires. Donc pour ça, il y a eu une réunion par Zoom, une réunion virtuelle, où pour chacune des questions qui avaient été proposées, celle de 2017, parce que certaines pouvaient être considérées aussi comme obsolètes et plus pertinentes vu l'état actuel des connaissances, et puis les nouvelles, eh bien on a demandé à des experts spécifiques inclus dans ces recommandations de voter pour savoir si oui ou non ils avaient envie que la question aille jusqu'à l'édiction de recommandations. Donc c'était des experts, mais également des patients, des représentants de l'association européenne des patients atteints de sclérodermie, de telle sorte à ce que les patients aient aussi leur opinion à donner sur les questions jugées prioritaires pour les futures recommandations. Et en fait, la question a été retenue si plus de 70 à 80% des votants jugeaient la question pertinente. L'étape 3, ça a été ensuite de classer les différentes questions qui avaient été retenues. En fait, de manière assez simple, les questions étaient catégorisées par type de traitement, c'est-à-dire inhibiteur calcique, corticoïdes, méthotrexate, Celcept, etc. Et ensuite, au sein de chaque type de traitement, les effets attendus de chaque traitement, c'est-à-dire l'effet du Celcept sur la peau, l'effet du Celcept sur le poumon, l'effet du Celcept sur le cœur, lorsqu'on était atteint de sclérodermie systémique. Et ensuite, il a fallu définir une stratégie d'analyse des questions. C'est-à-dire qu'on a continué à mieux classer les questions en disant
est-ce que ces questions sont complètement nouvelles par rapport aux recommandations précédentes? En gros, c'est est-ce que dans les recommandations précédentes, le traitement n'avait pas du tout été abordé dans ces recommandations? Ou bien le traitement avait été effectivement abordé, mais les effets sur un type d'atteinte donnée, eux, n'avaient pas été regardés. Par exemple, le CELCEP, c'est un exemple, hein, mais on pouvait avoir regardé dans les recommandations précédentes l'effet du CELCEP dans la littérature sur la peau, mais pas pour autant l'effet du CELCEP sur le poumon. Et là, il est possible que dans celle de 2023, ben justement, on interroge à la fois sur la peau et sur le poumon. Donc, ça implique une mise à jour pour savoir si, dans les articles de la littérature, on a des données qui permettent de dire si oui ou non le CELCEP va être efficace sur la peau. Et ensuite, il y avait un dernier type de questions qui étaient tout simplement des questions strictement identiques à celles qui avaient été posées dans les recommandations précédentes, publiées en 2017. Et donc là, l'objectif pour ces questions-là, plus précisément, c'était uniquement d'aller regarder si depuis ces recommandations de 2017, il y avait eu des nouveaux articles scientifiques qui permettaient de mieux affiner ou de recommander davantage tel ou tel traitement par rapport à tel autre, voire de dire, non, en fait, maintenant, on pense que ce traitement-là, finalement, il est plus très efficace. Donc voilà la méthodologie globale d'analyse des questions. Ensuite, l'étape 5, ça a été de réaliser ce qu'on appelle une revue systématique de la littérature scientifique. Alors ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'on identifie dans des bases de données scientifiques qui répertorient toutes les études, eh bien, on identifie quels articles pourraient être susceptibles de répondre aux questions qu'on a identifiées, en commençant d'abord par regarder les résumés des articles. Donc là, in fine, arrivé à cette étape 5, en fait, on avait 30 traitements différents pour lesquels les experts avaient jugé qu'il était intéressant de se poser de la question de leur efficacité éventuelle au cours de la sclérodermie. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup de traitements. Et au final, il y avait 67 questions. Pourquoi? Parce que pour chaque traitement, eh bien, il y avait parfois plusieurs questions. C'est-à-dire, est-ce que ça marche sur le poumon? Est-ce que ça marche sur la peau? Etc. Ce qui nous a invités à regarder plus de 12 000, enfin presque 13 000 résumés d'articles différents. Donc, finalement, une approche très, très complète et très longue et un peu fastidieuse. L'étape 6, ensuite, ça a été de regarder, finalement, parmi les résumés, une fois qu'on en avait sélectionné, quels sont les articles susceptibles vraiment de répondre à la question posée en sélectionnant ceux qui ont le plus haut niveau de preuve, c'est-à-dire la meilleure qualité possible. Si on a un article où on compare tel traitement contre le placebo dans une étude internationale avec beaucoup de patients, c'est pas la peine d'aller regarder l'article qui fait la même chose mais sur 10 patients dans une étude uniquement nationale à un seul endroit en France ou ailleurs. Donc, du coup, ça permet de simplifier l'approche et in fine, on a pu sélectionner 172 nouveaux articles qui se sont ajoutés aux 187 articles déjà retenus lors de la précédente série de recommandations. Donc, finalement, on a doublé le nombre d'articles, ce qui vous montre quand même qu'il y a un enthousiasme et il y a bien une recherche scientifique accrue sur la question de la sclérodermie. Ensuite, il a fallu extraire de chaque article les données importantes pour l'atteinte de la peau, pour l'atteinte du poumon, etc., en fonction des questions. Donc, je ne rentre pas dans les détails, mais un travail un peu de fourmi, de décortiquer chacun des articles. Et ensuite, pour chaque traitement, a été rédigé un résumé qui offre en fait une mise au point et un niveau de preuve pour chacune des questions, du type soit le résultat des articles est en faveur de l'utilisation de tel traitement pour telle ou telle atteinte, les articles disent qu'on n'est pas en faveur de l'utilisation de tel traitement, ou bien il n'y a pas assez de données dans la littérature pour conclure, et donc l'opinion des experts sur telle ou telle atteinte va être vraiment importante. Ensuite, l'étape 9, ça a été de rédiger les recommandations. En fait, ça a été une réunion pendant 2 jours à Paris et en Zoom en hybride, où on dictait un peu des phrases du type « ce traitement devrait être utilisé pour telle atteinte de la maladie », ce traitement peut être utilisé ou envisagé pour telle atteinte de la maladie, ou au contraire, une mise en garde sur l'utilisation de tel traitement du fait d'effets indésirables. Et donc là, chaque mot est vraiment pesé, devrait être utilisé, c'est un peu plus fort que peut être utilisé, et en fait, chaque expert discutait son point de vue sur tel mot ou tel autre qui devait être utilisé. Ensuite, il y a eu un vote sur chacune des propositions avec comme objectif que 70 à 90% des experts se soient mis d'accord sur la manière dont les phrases étaient proposées.
Et puis, ensuite, il y a eu une étape de mise à jour entre-temps pour être sûr qu'il n'y avait pas des articles publiés depuis la dernière fois qu'on avait vérifié. Parce qu'en fait, ça prend tellement de temps d'écrire chacune des phrases et de mettre tout le monde d'accord qu'entre-temps, il y a des articles qui sortent. Et là, on est dans la 12e étape où il y a eu une nouvelle réunion pour enfin écrire les recommandations en fait finales et atteindre ce qu'on espère le seuil de 80% ou plus d'accord entre les experts sur la manière dont les différentes recommandations, c'est-à-dire un peu les 10 commandements de la sclérodermie, ont été formulés pour 2023 à l'échelle européenne. Donc, en termes de conclusion, ces recommandations seront présentées probablement en juin 2023 au Congrès européen. Ça constitue un guide à la prise en charge à l'échelle européenne qui est basé sur une méthodologie rigoureuse et scientifique, ce que j'ai essayé de vous montrer, qu'elle inclut l'opinion d'experts qui permettent de répondre à certaines questions même lorsqu'il n'y a pas d'articles scientifiques, et que c'est une approche complémentaire au protocole national de soins, au PNDS sclérodermie. Et j'espère que on aura la possibilité de vous présenter les points principaux des recommandations européennes lorsqu'elles seront publiées, sachant que les auteurs principaux seront le professeur Yannick Alanor de Cochin pour la France, et également le professeur Francesco Delgado, qui est basé, lui, à Leeds, au Royaume-Uni, et ce sont eux qui ont mené l'ensemble de cette mise en place des recommandations européennes telles que je vous les ai montrées. Et pour ma part, j'ai contribué à la partie plus spécifique de l'analyse des différents articles qui ont fait le socle de ces recommandations. Donc, je vous remercie pour votre attention et puis je vous présente encore mes excuses pour ne pas avoir pu être présent parmi vous. Mais je pense que si vous avez des questions, vous pourrez les relayer à ceux qui sont présents et je pourrai y répondre probablement sur le site internet de l'ASF de manière différée, mais néanmoins en y répondant quand même. Je vous souhaite une bonne journée et un bon congrès.